Vous regardez New d'Info, bonsoir, merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage. 2680 personnes auraient trouvé la mort entre janvier et mai 2025, soit en seulement 5 mois en Haïti. On rapporte le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Selon le même rapport, plus de 950 personnes auraient été blessées et 316 autres kidnappées pour obtenir une rançon. Maman de Dieu, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. En Haïti, la situation des droits de l'homme est devenue extrêmement préoccupante. L'Organisation des Nations Unies inquiète face à cette montée inédite de la violence, de l'insécurité, de l'impunité dans le pays. Tout à fait. Est-ce que quand on parle d'Haïti, on peut parler d'un État? Là où il n'y a pas un État, est-ce qu'on peut parler de droit? Parce que n'oublions pas que depuis l'assassinat de l'ancien président Juvenal Moïse, Haïti rencontre d'énormes difficultés. Haïti est resté pendant longtemps, même avant d'avoir tout récemment un président de la République, dans des conditions extrêmement difficiles. Un dirigeant qui, sur place, ne fait pas l'unanimité. Bien sûr. S'ils sont restés pendant 2 ans, c'est parce qu'il y a eu des difficultés pour pouvoir avoir quelqu'un qu'on va choisir comme étant le président de la République. Ça a été extrêmement difficile. Malgré la pression internationale, malgré la main française, puisqu'elle y était fortement, ça a été très compliqué de pouvoir trouver un président. Pendant ce temps, des gangs se sont développés. À l'heure où nous parlons, ces gangs occupent 80% de la capitale. Est-ce qu'on peut parler de droit avec des gangs? Et c'est tout le problème actuellement au niveau de Haïti. Et Voltaire Turc a raison de tirer la sonnette d'alarme parce que sur une courte période, en regardant le nombre de morts, il y a une croissance extraordinaire. Mais Haïti est une affaire oubliée, puisqu'en 2024, il y a eu 5600 morts. C'est les chiffres des Nations Unies. Il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été kidnappées pour la rançon dont on parle. Il y a eu des blessés, etc. Mais ça n'a absolument rien changé. D'ailleurs, l'année passée, ils avaient tiré la sonnette d'alarme parce qu'en un week-end, 207 personnes avaient été tuées par un gang, parce que le fils d'un chef de gang a été tué. Ils ont accusé des personnes âgées d'avoir utilisé le vaudou pour tuer son enfant, mais il faut voir comment ils sont venus ravager, tuer, brûler les corps, etc. Est-ce qu'on peut parler de droit dans cet espace-là? Malheureusement, Haïti est en train de ressembler aujourd'hui à une véritable jungle où chaque chef de gang avec son groupe règne quelque part. Et il y a des affrontements entre les gangs pour augmenter leur territoire. Il y a des affrontements également entre ces gangs et Haïti, c'est-à-dire la police et autres, plus la force multinationale qu'on a envoyée, qui est dirigée par le Kenya. Et plus de 2600 personnes ont retrouvé la mort entre janvier et mai 2025. Plus d'1,3 million de personnes ont dû fuir le foyer pour échapper à l'emprise de gangs. Mais quels sont les principaux facteurs ou causes qui expliquent cette hausse dramatique de la violence, mais d'une tuerie dans le pays? En fait, Haïti est habitué à ce genre de choses. Ceux qui ont un certain âge doivent se rappeler de ce qu'on appelait les tontons macoutes, qui étaient des milices organisées qui tapaient les populations. Ça fait longtemps cela. Mais quand on regarde, c'est pratiquement la même chose qui est en train de revenir. Maintenant, ici, au lieu que ce soit un seul groupe, les tontons macoutes qui s'en prennent aux gens, vous avez plusieurs groupes, j'allais dire, de tontons macoutes avec des gangs, et puis qui sont officiellement installés. Le chef de gang est connu, il s'adresse à la presse, on le voit dans les médias, il fait des vidéos, il menace, tout le monde sait de qui il s'agit, et parfois même c'est quelqu'un qui est un ancien de la police ou bien de la gendarmerie ou de l'armée qui est là, qui dirige un gang, ou bien un va-nu-pied sorti de je ne sais où, qui est là, qui empêche à des populations de pouvoir vivre paisiblement. Mais j'avais dit tout à l'heure que c'est quelque chose d'oublié. Les morts haïtiens ne pèsent pas lourd sur la balance de la communauté internationale. Raison pour laquelle on laisse cette affaire, on l'oublie complètement, comme si rien ne se passait au niveau de Haïti. Pourtant, les Nations Unies se sont réunies, une décision a été justement, prise. dans ces conditions, quelles sont les conséquences à long terme si on laisse faire les choses et que la violence prend le dessus? Mais si on laisse faire les choses, c'est les gangs qui vont... En fait, ils gèrent déjà une bonne partie de Port-au-Prince, mais ils risquent de prendre le reste du pays. Mais quels sont les risques également pour les pays voisins? Mais le risque, c'est que vous aurez un pays qui ne serait plus un pays.
Vous aurez un État partagé par des chefs de guerre, chacun ayant sa partie, chacun vouloir élargir sa partie. Ne soyez pas surpris que ces chefs de guerre essayent de traverser les frontières, comme on l'a vu plusieurs fois. Quand il y a la guerre, comme on le dit, chez le voisin, il ne faut pas dire, bon, c'est pas chez moi, c'est chez lui. Vous n'avez aucune preuve que ça ne va pas traverser pour arriver chez vous. Mais ce qui est plus grave, quand on regarde les chiffres, les gens considèrent que les gangs doivent avoir avec eux à peu près 12 000 hommes, y compris des jeunes, des enfants. On prévoit une force multinationale d'à peu près 3 000 hommes. Et qu'on a mis en place de façon extrêmement difficile, qu'on a retardé, qu'on a installé petit à petit. Parce que la volonté n'y est pas. L'argent devait venir essentiellement et le matériel des États-Unis et du Canada. Ça s'est fait à compte-gouttes. Une partie des soldats devrait venir du Kenya, une bonne partie, raison pour laquelle c'est le Kenya qui dirige ce front-là. Mais regardez les autres pays qu'on a choisis, Jamaïque, Belize, Bahamas, Guatemala, Salvador, les gens ne connaissent même pas ces pays. Si on veut avoir des militaires, on sait dans quel pays il faut aller les chercher si on veut véritablement résoudre ce problème haïtien. Cette forme de réponse participe au fait que les gangs sont en train d'étendre ce qu'ils font. Quand vous regardez dans les vidéos, les soldats kenyans sont dans des chars blindés. Quand ils passent, les gangs tirent sur les chars. Eux, ils ont mis des sortes de trous où ils mettent leurs armes pour pouvoir tirer sur les gens. Ça veut dire que c'est des gens qui sont prêts à tout. Le nombre de soldats est insuffisant, le matériel qu'on leur a donné est insuffisant. Si les Nations Unies veulent résoudre ce problème, il faut que, de façon réelle, comme l'a demandé d'ailleurs le haut-commissaire des droits de l'homme au niveau des Nations Unies, qu'on mette des moyens, et comme moyens, il l'a bien précisé, des moyens militaires, des moyens financiers et des hommes pour pouvoir aider les populations haïtiennes à sortir de la difficulté parce que les gens vivent la misère. On ne peut plus travailler. Beaucoup ont abandonné leur propre maison puisque les gangs viennent prendre les maisons pour les utiliser pour habiter ou les transformer en quartiers généraux. Justement, votre chiffre, 85% de Port-au-Prince est sous le contrôle de groupes criminels, ce qui empêche la tenue d'élections et entrave les services de police et de justice. Mais pas seulement de police et de justice, vous avez le racket, vous avez le vol, vous avez le viol. Ils se sont affrontés, deux gangs se sont affrontés à l'intérieur du service d'urgence d'un hôpital. En ce moment, imaginez qu'est-ce que les populations sont en train de vivre. Il y a l'histoire de cette dame qui avait son enfant malade, mais les gangs s'affrontaient. Elle a gardé son enfant à la maison jusqu'à ce que quand vous regardez la photo de l'enfant, au moment où on a mené l'enfant à l'hôpital, l'enfant était squelettique. Malade, on ne pouvait pas traverser la rue pour aller à l'hôpital. Elle n'avait pas de médicaments sur place, elle n'avait pas de quoi nourrir son enfant, alors qu'elle n'a rien à voir avec ces gangs. Elle a tout ce qu'il faut, elle travaille, elle était dans une situation complètement stable. Mais on l'a mis dans cette situation parce que les infrastructures, pratiquement rien ne peut fonctionner dans ces conditions parce qu'avec les gangs, c'est la guerre pour occuper l'espace, c'est la guerre pour gagner de l'argent avec les raquettes, c'est la guerre pour gagner de l'argent avec les rançons parce qu'ils kidnappent les gens et ils demandent aux parents de payer des rançons pour qu'ils soient libérés. Ces gens ne sont pas dans une logique de trouver une solution ou d'organiser une vie normale au niveau de Haïti. Il faut que la communauté internationale, si elle existe encore, apporte une réponse forte si on veut aider les Haïtiens à pouvoir revivre dans un pays normal. Et face à l'impasse politique et à la crise multidimensionnelle qui secoue ici plusieurs groupes politiques, organisations de la société civile et figures politiques publiques annoncent la formation d'une alliance conjoncturelle. Quels sont les objectifs? Dans ce genre de situation, il faut nécessairement ce qu'on appelle un sursaut. Est-ce que c'est le moment pour que l'opposition s'oppose au pouvoir ou que les oppositions s'opposent entre elles? Vous allez vous opposer pour faire quoi? C'est le moment qu'il y ait un sursaut, que ceux qui comprennent que Haïti est en train carrément, j'allais dire, de tomber dans l'abîme, se mettent ensemble pour voir comment, avec l'aide de la communauté internationale, combattre ces gangs pour pouvoir les faire sortir de ce pays. Mais en ce moment, que les gens s'asseyent. Parce que ça fait N fois que ces phénomènes se répètent au niveau de Haïti. Alors que Haïti rencontre déjà des problèmes avec les cyclones, un certain nombre de phénomènes naturels qui viennent, si vous vous rappelez, une fois, ça avait créé un drame qu'on avait montré dans toutes les télés du monde. Même le palais présidentiel n'avait pas pu résister devant le cyclone quand c'était venu. Mais ce pays rencontre déjà d'énormes difficultés pour exister.
S'il faut que ce pays se retrouve dans une guerre où c'est des seigneurs de guerre qui veulent décider de ce qui va être fait et de ce qui ne va pas être fait, mais l'opposition, la société civile, ceux qui ne sont pas pour ces gangs doivent pouvoir se mettre ensemble, former effectivement un front soutenu par la communauté internationale pour combattre ces gangs-là. Maintenant, après, il va falloir que les Haïtiens s'asseyent et décident. Et on espère que ça sera une bonne fois pour toutes de ce qu'ils veulent faire de leur pays, parce que plusieurs fois, il y a eu intervention de la communauté internationale. On a remis en place un processus électoral. On est retourné encore à la même chose. Dans l'immédiat, la nouvelle plateforme politique exige le départ sans condition du Conseil présidentiel de transition jugé illégitime et non efficace. Il est presque inexistant, pour dire la vérité. Je disais tout à l'heure que ça s'est fait avec de la pression. Il y a la main française dedans, en particulier, puisqu'on est resté très longtemps sans président de la République. On a voulu forcer pour avoir une entité présidentielle. Et ce forcing s'est fait contre l'avis d'un certain nombre de personnes qui n'étaient ni d'accord avec les choix, ni d'accord avec l'opportunité de le faire. Et ça fait qu'effectivement, ils sont là, ils sont contestés, ils ne sont pas représentatifs véritablement. Et ça fait que, à côté du problème des gangs, vous avez cette crise qui était déjà là, une crise politique interne avant même que les gangs ne soient là, depuis qu'on a tué le président. Mais on est habitué à cela en Haïti depuis Jean-Claude Duvalier. Parce que quand je parlais de tonton Macoute, c'était avec lui. Mais tonton Macoute était avec le pouvoir à l'époque. Quand il est parti, chacun a organisé ses gangs. Avant que ce problème ne se pose, mais il y avait des ministres, il y avait des responsables de partis politiques qui avaient leur garde rapprochée formés de miliciens, qui avaient des armes quand ils passaient quelque part, qui pouvaient taper sur les gens. Ils ont tous leur part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Haïti. Dans un pays, le monopole des armes appartient à la police, à l'armée, à la gendarmerie. Ça n'a pas du tout été respecté au niveau de Haïti. Voilà ce que ça a donné finalement comme résultat. En interne, difficile de trouver des solutions entre Haïtiens. Quel rôle pourra jouer la diaspora dans ce contexte? La diaspora ne pourra pas faire grand-chose parce que le problème se trouve à l'intérieur. Et c'est dû à plusieurs crises avec, comme on le voit souvent, les mêmes personnes qui ont participé à plusieurs crises, qui créent parfois une certaine animosité entre deux personnes au point qu'on oublie l'intérêt national et chacun se met à vouloir supprimer l'autre ou dominer l'autre. La diaspora n'est pas sur le terrain. Elle ne vit pas de façon physique ce qui se passe. Mais elle le vit indirectement à travers la famille, à travers les connaissances, à travers les vidéos, puisqu'aujourd'hui, il est facile de savoir qu'est-ce qui se passe quelque part. Eux, ils sont en mesure de discuter parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. S'ils auraient pu faire pression, ils l'auraient fait. Mais en Haïti, aujourd'hui, on va faire pression sur qui? Vous n'avez pas véritablement, quand le gouvernement n'est pas capable de gérer la capitale, quand on se retrouve avec 15% seulement de la capitale, et les gangs ne sont pas seulement dans la capitale, il y a certaines parties à l'intérieur du pays où ils se sont également installés. Ce gouvernement-là, quand on lui parle, même s'il acceptait d'écouter, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pourquoi la vérité sur Haïti, il faut que les Nations Unies, si elles existent encore, renforcent cette force multinationale pour qu'on puisse réduire au minimum ces gangs et après obliger les Haïtiens à s'asseoir, y compris ceux de la diaspora, pour décider de l'avenir qu'ils veulent donner à leur pays. Parce qu'en fait, personne ne pourra le faire à leur place. Le forcing qu'on a fait avec le Conseil présidentiel, on voit que ça n'a pas empêché que la situation se dégrade jusqu'à ce qu'on en parle. Et parlant de diaspora, Haïti figure sur la liste noire des États-Unis parmi les ressortissants interdits d'entrer sur le territoire américain. Oui, mais c'est là où on n'a pas compris cette décision de Trump. Les Haïtiens ont besoin aujourd'hui de quitter leur pays pour se retrouver en sécurité ou bien pour pouvoir vivre dignement. Ce que le droit international dit dans ce genre de situation, c'est de pouvoir soit protéger ces populations, leur apporter un soutien sur place, ou bien leur permettre de pouvoir devenir ce qu'on appelle des réfugiés. Ce n'est pas pour rien qu'au niveau des Nations Unies, le statut existe et il y a un organisme qui s'en charge. Imaginez maintenant Trump, parce qu'il ne s'agit pas des Américains, vous avez vu des gens qui manifestent contre ces décisions de Trump, qui veulent que les Haïtiens qui sont déjà sur le sol américain, qui ont quitté cet espace,
qui ont bénéficié sous Biden d'un privilège qui leur permettait de rester, bien qu'ils n'avaient pas encore leurs papiers de façon légale. Trump a levé cette interdiction, de sorte que dans les renvois des populations, vous avez des Haïtiens que Trump risque d'envoyer dans cet enfer que nous venons de décrire. Mais on est où? Et Trump se veut le président de quoi? Des États-Unis, qui veut servir d'exemple, qui parle de droit? Non. Ce n'est pas le moment de demander à des Haïtiens de rentrer chez eux. Parce qu'avant de rentrer chez toi, il faut que tu aies au moins un chez-soi. Et c'est le chez-soi-là qui pose problème, puisque plus de 1,3 million de la personne s'est déplacée, ont quitté leur maison, puisque les gangs ont occupé ces espaces. Il n'est pas humain, il n'est pas normal, c'est contraire au droit international de ramener les Haïtiens aujourd'hui dans leur pays. Et la nouvelle plateforme politique n'est pas en ici à sa première tentative de renverser l'autorité en place. Ont-ils vraiment les moyens de leur politique? En fait, est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est de renverser ceux qui sont au pouvoir ou de renverser les gangs? C'est là où parfois il faut qu'on regarde où se trouve la priorité. La contradiction principale en Haïti, c'est les gangs. Il faut essayer de voir comment composer avec le conseil qui est sur place pour combattre les gangs, quitte à ce qu'après, combattre le conseil pour démettre des gens qu'on considère comme étant des incapables, qui ne sont pas en mesure de faire l'affaire de Haïti. Mais si on déstabilise aujourd'hui cette seule institution qui n'est pas efficace, on met quoi à la place? Où on va organiser des élections? Qui sera chargé de l'organisation des élections? C'est dans les écoles occupées par les gangs ou bien détruites par les gangs où les élections vont être organisées. Qui va se charger de distribuer des bulletins de vote? Mais ce n'est pas logique de prendre ce chemin. La logique voudrait que ce qui existe comme pouvoir, ce qui existe comme opposition, ce qui existe comme société civile, les citoyens haïtiens de façon générale se mettent ensemble pour savoir que le gros problème aujourd'hui, c'est les gangs. Quand ils finiront avec les gangs, ils pourront maintenant faire face au conseil présidentiel qui ne pourra même pas résister devant les Haïtiens puisque tout le monde s'est rendu compte qu'ils n'ont pas été capables de prendre en charge la mission qui leur a été confiée. Merci, Mamadi Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.